بونجور، أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج سادر كولتور من فرنسا en collaboration avec l'association Roubaix Street Métropole عبر شاشة مريم تي. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين ببرنامج سادر كولتور من فرنسا en collaboration avec l'association Roubaix Street Métropole. هالبرنامج عبر شاشة مريم تي اللي عم ينقلكم دائما نشاطات الثقافية ومقابلات مع أشخاص بيهتموا بالشأن الثقافي والاجتماعي والفني. Aujourd'hui, nous accueillons un invité dont la présence seule raconte une histoire faite de générosité, d'engagement et d'humanité. Un homme qui a consacré ses jours et surtout ses nuits à soutenir les causes humanitaires, sociales et culturelles. À travers son parcours associatif remarquable, il a ouvert des portes à ceux qui en avaient le plus besoin. Avec beaucoup de respect, nous recevons aujourd'hui M. Nassim Sidoun. Bienvenue dans notre émission Cèdre Culture. Bonjour, M. Nassim Sidoun. Et si vous voulez vous présenter encore un peu plus. Bonjour, merci de m'avoir invité. Voilà, présenter rapidement. Nassim, j'ai aujourd'hui, depuis quelques mois, 30 ans, voilà, c'est vrai que je me suis beaucoup investi sur le plan associatif, depuis que j'ai l'âge de 20 ans, voilà, ça fait 10 ans maintenant, avec un parcours qui était assez riche parce que j'ai fait plusieurs associations. Et vous êtes jeune encore pour faire tout ce parcours-là aussi, c'est important. Et bon voilà, jusqu'à cet été, j'étais aussi président de la Fédération des associations laïques de Roubaix. D'ailleurs, je suis toujours membre de son conseil d'administration. Et qui vous a poussé à vous engager dans ce travail associatif? Moi, avant, je veux dire, quand j'avais 20 ans, j'avais pas forcément une belle vision de l'avenir, pas très optimiste. Bon, voilà, je veux dire, malheureusement, comme beaucoup de jeunes. Parler des questions de citoyenneté, politique, comme n'importe quel autre Français. Voilà, je veux dire, je commentais et je ne faisais pas. Je pense que ça devait agacer ma mère parce qu'un jour, elle s'est ramenée avec un prospectus d'une instance qui s'appelle le Conseil citoyen, une instance de participation citoyenne. Et elle est venue en me disant, maintenant tu vas faire des trucs, tu vas arrêter de râler. Et du coup, j'ai commencé à m'engager là-dedans, puis intéressant un peu plus aux sujets qui touchent le quartier. Je me suis intéressé à un collectif qui s'appelle la Table de quartier, qui s'intéressait à la rénovation. De fil en aiguille, en fait, je me suis attaché à d'autres associations parce que voilà, ce collectif qui était la Table de quartier était soutenu techniquement par une association qui s'appelle l'Université populaire et citoyenne, l'Université populaire et citoyenne qui est adhérente de la Fédération des associations laïques. Donc voilà, de fil en aiguille, j'ai fini par avoir de plus en plus de responsabilités associatives par ce parcours-là. Et du coup, effectivement, il y a à la fois une envie de faire, une envie aussi de s'exprimer sur les sujets qui touchent les habitants et d'être aussi force de proposition auprès des pouvoirs publics sur la manière d'améliorer la vie des habitants, parce que voilà, la question des associations, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet à des citoyens justement de se réunir et justement pouvoir porter des projets, pouvoir porter des actions collectives pour justement améliorer la vie de la collectivité. Vous avez fait tout ça, mais en même temps, vous avez continué vos études. Quel genre d'études vous avez fait? J'ai fait des études de droit. Ça vous a aidé, les études de droit, dans tout ça? Pour savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de... Oui. Dans le milieu associatif? Dans les faits, d'abord eu un cursus en droit très général, et puis ensuite je me suis plus spécialisé dans le droit social et le droit du travail. Alors après, la question du droit du travail, c'était intéressant plus tard, lorsque justement j'étais président de la Fédération des associations, parce que c'est une association qui a un peu plus de moyens et qui a aussi des salariés. Donc
connaître un peu les règles touchant justement au droit du travail, parce qu'on fait pas n'importe quoi en fait avec des salariés. Je veux dire, ce sont pas des esclaves, hein, ce sont des travailleurs qui ont des droits. Et bon, des fois, bon, il faut aussi dire les choses, c'est que comme les dirigeants associatifs sont des bénévoles, et qu'en plus de ça, bon voilà, souvent les salariés, ils ont aussi cette fibre militante là. Des fois, faut des fois rappeler que quand vous êtes employeur, vous avez des responsabilités et que il faut pas trop tirer sur la corde, même si vous avez des salariés qui en veulent et qui veulent faire les choses pour la réussite de leur association. Quels projets culturels ou sociaux vous ont le plus touché durant votre parcours? Il y a notamment lorsque j'étais président, j'ai beaucoup accompagné une association qui s'appelle Renaissance, qui est une association qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Et bon voilà, donc je les ai notamment accompagnés pour qu'ils puissent obtenir des subventions. Ça n'a pas toujours été facile parce que bon là, il y a eu quelques complications administratives parce que bon, il y a eu quelques soucis dans les équipes de la ville. Mais j'étais très content de les accompagner là-dedans parce que bon voilà, en tant qu'associatif, de fil en aiguille, je faisais moins les choses directement. J'aide des associations à réaliser leurs projets associatifs. Et je dois dire que j'ai toujours été très content de soutenir des associations de terrain qui ont envie d'aider les personnes les plus vulnérables, notamment sur les questions de violence conjugale, parce que je dois admettre que ça a été, je pense que le moment le plus glauque de ma vie, c'était une histoire de violence conjugale qui avait eu lieu dans mon quartier. Bon, voilà, je vais pas raconter les détails, mais bon. Mais ça vous a marqué, c'était assez marquant, d'autant plus qu'à l'époque, bon, on avait tenté d'appeler la police, bon, je pense, qui était débordée, n'est pas venue. Et bon, à la fin, on n'avait pas réussi à trouver une solution rapide à son problème, ce qui a été assez marquant, parce que, en fait, au bout d'un moment, la femme, elle a fini par changer d'avis et revenir vers son homme violent. Donc, bon, parce voilà. qu'elle a eu peur. En tout cas, ça, c'est un problème international. Moi, je le vois aussi, il existe partout, même au Proche-Orient. Il travaille beaucoup sur ce genre de problème. Il y a beaucoup des associations aussi qui ont été créées pour ça, pour motiver les femmes à dire non et pour ne pas avoir peur et à déclarer quand il faut déclarer les choses. Selon vous, quelle est l'importance du travail culturel et social dans la construction d'une société plus solidaire, surtout à Roubaix, par exemple, où on habite maintenant? Parce que c'est une ville vraiment mosaïque, culturelle et sociale. Oui, justement, parce qu'en fait, c'est vrai que on est à Roubaix, on est dans une ville très cosmopolite. On est la ville aux 100 nationalités, aux 1000 associations. Donc, c'est quand même important, effectivement, de rappeler que les associations jouent ce rôle d'animation de la vie culturelle. Et c'est aussi tout à fait nécessaire parce que c'est aussi un lien entre les citoyens, des citoyens très différents, la citoyenneté et justement la communauté nationale. En France, on est quand même un pays qui est de plus en plus divers et je trouve que c'est une bonne chose. Mais effectivement, il ne faut pas qu'on vive les uns à côté des autres avec nos propres règles et nos propres lois selon la communauté. En tout cas, voilà, c'est la vision que j'en ai. Et je pense que les associations, en travaillant de façon autonome avec les pouvoirs publics, ont cette capacité-là à animer la communauté. Et du coup, je suis, oui, effectivement convaincu du rôle des associations dans justement la vie sociale, la vie culturelle. Après, malheureusement aussi, bon, il y a toujours des difficultés, les difficultés économiques qui touchent le pays, avec les difficultés sur les finances publiques. Comme partout. Et donc voilà, malheureusement, des fois, la substitution des associations vis-à-vis des pouvoirs publics, du service public. Bon, tout à l'heure, quand je parlais justement de cette histoire de violence conjugale où la police n'est pas venue, mais voilà, j'ai quand même agi pour que une association de lutte contre les violences conjugales ait une subvention.
Ça, malheureusement, ça rentre aussi dans cette logique-là. Mais en tout cas, moi, je suis quand même content qu'il y ait des gens qui s'intéressent justement aux sujets, aux problématiques sociales dans notre ville, parce que malheureusement, les services publics, bon voilà, il y en a de moins en moins, et donc bon, en attendant que les choses changent, bah, au moins il y a des citoyens qui ont les moyens d'agir. Oui, on entend toujours parler de la loi 1901. Puisqu'on a aussi des téléspectateurs du Proche-Orient, ils ne savent pas ce que c'est exactement. Juste pour donner des idées, peut-être dans d'autres pays, pour savoir qu'est-ce que c'est exactement et pour avoir un exemple, par exemple. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on dit en France, la plupart des associations sont des associations loi 1901. En fait, bon voilà, c'est une loi qui a été, comme son nom l'indique, adoptée en 1901 dans le cadre de la Troisième République, qui consacre tout simplement la liberté d'association. C'est une loi importante parce que elle introduit en France ce qu'on appelle un régime d'interdiction concernant les associations, qui est protecteur des libertés. Pourquoi? Parce que ce qui s'oppose à ce régime, c'est un régime d'autorisation. Et je vais un peu expliquer en quoi c'est mieux, le régime d'interdiction, malgré le fait que on utilise le mot interdiction, c'est que, en fait, quand vous montez une association, bah, en fait, vous êtes libre de monter votre association, de la déclarer en préfecture, et votre association existe tant qu'on vous interdit pas de vous associer. Alors qu'un régime d'autorisation, vous n'êtes pas une association tant qu'on ne vous y autorise pas. Et c'est ça du coup enfin, voilà, liberté qui est aussi une liberté fondamentale hein, dans notre pays, de la liberté de s'associer. Parce que en fait, bah, effectivement, tant que vous ne violez pas la loi, que vous ne menacez pas l'ordre public, eh bien, vous avez la liberté de vous associer. Voilà. Si vous violez la loi, etc., voilà, effectivement, on va vous interdire de le faire, on va dissoudre votre association, mais il y a une procédure très précise pour ça. Donc, voilà, la loi 1901, en gros, c'est ça. Bon, ça s'oppose aussi à ce qu'on appelle les associations de loi 1905, qui justement étaient créées par la loi de séparation des églises et de l'État, hein, la loi sur la laïcité. Parce que voilà, les associations de loi de 1905, ce sont des associations dites cultuelles, c'est-à-dire celles qui gèrent tout simplement l'animation d'un culte, d'un lieu de culte. Donc voilà, il y a cette séparation-là aussi. Une association de loi 1901 est une association laïque. Son objet ne consiste pas à animer un culte. Voilà, à peu près pour l'essentiel sur cette loi. Puisque vous avez commencé jeune à travailler dans le milieu associatif et tout ça, quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes qui souhaitent s'engager dans ce domaine? Parce qu'ils ont deux fois au début, ils ont un peu peur, ils sont un peu hésitants. Ils veulent faire que du sport, ils veulent pas faire rentrer dans s'engager dans les domaines associatifs. Est-ce que vous avez un conseil? Mais après, peut-être que je nuancerai quand on dit que effectivement, les jeunes ne voudraient pas être dans l'associatif. Ce qui est vrai, c'est qu'ils s'engagent moins dans la durée. C'est-à-dire que, bon, voilà, il y a eu des études qui ont été faites localement sur comment les jeunes s'engagent à Roubaix. En tout cas, après, je sais pas pour la jeunesse de façon générale. Hein. Mais effectivement, moi, je n'ai pas l'impression que les jeunes aient spécialement peur de s'engager, mais après, effectivement, de s'engager dans la durée, dans un contexte où, effectivement, l'engagement est aussi un coût. Il faut le reconnaître. Le bénévolat, bah, effectivement, c'est de prendre de son temps libre pour faire un travail gratuit, alors au service des autres, et c'est très valorisant, mais je peux comprendre que certains le voient comme un coût. Mais c'est effectivement sur la question de ce qui est valorisé qu'il faut mettre l'accent, parce que moi je pense que ça vaut le coup de s'engager. Mais je pense que les jeunes effectivement ne doivent pas avoir peur de revendiquer, de vouloir être écoutés, parce que je crois que bon voilà, malgré toutes les critiques qu'on peut faire du système français, rien n'est parfait. Mais on est quand même dans un pays où on consacre quand même quelques libertés, dont la liberté d'association dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça nous donne l'opportunité de nous organiser, de proposer des choses, et puis aussi de revendiquer, quitte à être aussi parfois dans le rapport de force et d'oser dire quand les choses ne vont pas. C'est
et donc voilà, moi j'incite véritablement les jeunes à vous dire que personne ne va s'occuper d'eux à leur place. Et ils doivent se dire que même si, voilà, je veux dire, voilà, moi j'ai 30 ans maintenant, je suis de moins en moins jeune, j'ai plus 20 ans, mais même si, voilà, personnellement, et puis comme plein d'autres militants, on a à cœur de porter une société plus solidaire pour tout le monde et pas que pour les gens de notre génération. Oui. À un moment donné, il faudra bien que tout le monde comprenne que, comment dire, ils doivent aussi concourir à à l'amélioration de leur propre situation. Et je pense que, bon voilà, parce que on ne peut pas être dans une, enfin je veux dire, se prendre en main individuellement, c'est juste participer à la compétition qui fait aussi rage entre les gens. Voilà, et qui aussi contribue à créer des inégalités. Donc je pense que si on veut avoir une société plus juste, plus solidaire, plus égalitaire, eh bien il faut qu'on s'en sorte collectivement et qu'on n'ait pas peur d'agir collectivement en tant que groupe. Alors après, que ce soit pas dans le cadre d'une association, mais dans le cadre de collectifs, dans le cadre de manifestations, ce genre de choses. Moi je ne suis pas juge, mais que les gens se disent on va agir collectivement et on va s'emparer de la citoyenneté. Moi, je pense que c'est déjà le premier pas qu'ils doivent oser franchir. Je sais que beaucoup de jeunes décident de s'engager de façon différente de leurs aînés, et moi, je ne juge pas. Mais bon voilà, je pense qu'en fait, s'il n'y a pas cette constance et s'il n'y a pas ce caractère réellement collectif, je veux dire, il y aura une efficacité, je pense. L'altruisme ne suffit pas. Il faut aussi ne pas avoir peur d'être citoyen. Moi, puisque Cèdre Culture, Mariam TV, c'est au Proche-Orient aussi. Ben, dernièrement, il n'y a pas longtemps, on a vu beaucoup de jumelages ou du travail entre des associations en France avec des associations au Proche-Orient, par exemple. Est-ce que c'est important de continuer à faire ce genre de, pas seulement avec le Proche-Orient, avec l'Afrique, avec d'autres pays au monde, mais cet échange culturel, social, humain entre la France ou l'Europe en général avec d'autres pays? Comment vous trouvez ça? Qu'est-ce que ça apporte en plus pour les deux sociétés? Bien, je pense que la question des jumelages, la coopération internationale, ça crée de la compréhension mutuelle. Je veux dire par là, bon, je vais pas non plus aller dans le détail sur cette question, mais on est quand même dans une époque assez particulière aujourd'hui en France, où il faut aussi admettre que le repli sur soi devient de plus en plus fort. Et dans un tel contexte, on a besoin d'être dans l'ouverture. On a besoin de rappeler que l'étranger n'est pas une menace existentielle pour notre pays. La France, c'est devenue très tôt une nation d'immigration plutôt. Et je veux dire, le monde est venu en France pour travailler en France, pour construire la France. Moi, je ne crois pas qu'on puisse dire que la culture française se limite à Jean de La Fontaine, même si évidemment on a tous étudié ça à l'école et on est tous très contents de connaître la culture française traditionnelle. Mais il faut aussi dire que la France, elle a été parcourue de l'apport des immigrés. D'ailleurs, voilà, juste savoir, hein, par exemple, juste Astérix, bah, il faut savoir que c'est des immigrés qui ont fait Astérix. Hein. Mais en tout cas, Tom and Jerry, c'est des Libanais, c'est deux Libanais qui ont fait Tom and Jerry. Ah oui, justement. Elle est devenue internationale. Et oui. Mais justement, c'est aussi de mettre en avant cette question-là, c'est de dire que la France, bah, elle a des racines qui vont très loin dans le monde en fait. Et bon, en tout cas, parler de ce que je connais, Roubaix, bon, on a aussi la chance d'avoir une ville qui a plusieurs jumelages avec un certain nombre de villes en Pologne, en Belgique, bon maintenant en Palestine, au Liban aussi. Et ça, bon voilà, ça montre d'une part l'ouverture de notre ville à l'international et puis aussi la volonté de rapprocher
de rapprocher la politique de la ville de Roubaix avec la réalité des communautés. Parce que bon, voilà, il y a sans nationalité, mais c'est vrai que en tout cas, de ce que je sais, les jumelages sont faits beaucoup aussi avec des villes dans lesquelles il y a des communautés actives. Par exemple, on a un jumelage avec une ville polonaise. On a une communauté polonaise très active à Roubaix. Et je pourrais en citer d'autres. Je veux dire, bon, par exemple, en Belgique, bon, fut un temps, il y avait la moitié des habitants de cette ville qui étaient belges à une époque. Donc voilà, c'est aussi important de le rappeler. Bon, après, sur le cas plus précis de la Palestine, c'est pas qu'il y a une communauté palestinienne, mais bon, c'est le fait qu'il y a une situation en Palestine qui est extrêmement compliquée, qui est très tendue. Ils ont besoin aussi, eux, de savoir qu'il y a des gens en France qui pensent à eux, qui essaient de faire l'échange culturel et social avec eux aussi. Oui, puis aussi c'est important pour eux, pour nous. Voilà. De rappeler leur situation. Et puis bon, voilà. Après, sous le titre d'humanité, c'est très important, toujours. Oui, bien sûr. Voilà, quoi qu'on pense de la crise israélo-palestinienne, de rappeler qu'effectivement, le respect des droits des populations palestiniennes au rapport de leur situation d'occupation, voilà, le respect de leurs droits fondamentaux en tant qu'être humain, c'est une chose qui n'est pas négociable. Voilà, c'est très bien. Je vous remercie pour tout cet amour pour le Proche-Orient, parce que vous savez, le Liban, Palestine, Jordanie et tout ça, on est dans la même cause. Nous aussi, on a besoin que les gens au monde entier, ils savent qu'on existe culturellement et autre chose. Si vous pouviez résumer votre parcours en un mot, quel serait c'est quoi et c'est pourquoi? Moi, je peux dire un et vous dites un autre. Moi, je dis c'est la générosité qui est dans déjà créée dans votre personnalité. Je pense que c'est votre maman qui vous a transmis ça. Dès quand il vous a dit au début, il faut arrêter de râler, il faut aller à l'action. Ça veut dire ça vient de là. Mais si vous voulez vous résumer votre parcours en un autre mot, c'est quoi? Pour le coup, je pense que c'est un mot qu'on pourrait retrouver chez beaucoup de Roubaisiens, mais voilà, je pense le mot résilience, dans le sens où, bon voilà, je veux dire, on est dans une ville où, bon, des gens qui ont des besoins, malheureusement, il n'y a que ça, ou des gens qui subissent des coups du sort, malheureusement, il y en a beaucoup, et il faut toujours trouver les ressources en nous pour se relever, et puis aussi pour agir, être proactif. Bon, je crois que en tout cas, je ne suis pas, j'ai pas beaucoup de regrets par rapport à ce que j'ai pu faire en tant que militant, mais je sais que bon, voilà quoi, il a souvent fallu m'ouvrir, il a souvent fallu gueuler, c'était il a quand même fallu beaucoup se battre, quoi. Et même lorsqu'on reçoit des coups. Donc voilà, je dirais ce mot-là, résilience. Bon voilà, je prends pas toujours que le positif, je retiens aussi le négatif, mais bon voilà, je retiens le négatif que pour dire que c'est aussi ça qui nous rend plus forts derrière. Bien parce sûr, que quand le parcours est facile, vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas vous ne devenez pas plus fort. Vous avez juste été dans un long fleuve tranquille. C'est super. Si vous voulez en dire le dernier message humain, un message humain au monde entier, surtout au Proche-Orient. Pour le coup, puisqu'il me semble qu'effectivement c'est plus dirigé vers le Liban, ce reportage. Bon, je connais un peu la situation là-bas. Bon, je peux pas comprendre à quel point c'est difficile. Mais moi, j'ai envie de dire une chose aux Libanais, c'est vraiment accrochez-vous et on est avec vous. Ah, merci beaucoup. C'est très touchant et nous, on vous attend toujours au Liban et on aimerait bien aussi de venir un jour faire des conférences, expliquer votre expérience associative en France pour donner d'autres exemples aux Libanais aussi. Merci infiniment, Monsieur Sidoum, d'avoir partagé avec nous votre histoire, votre énergie et surtout votre engagement. Nous vous souhaitons de poursuivre ce chemin de générosité et
merci beaucoup encore une fois. Et vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. شكرا لكم أعزائي المشاهدين من برنامج سادر كولتور عبر شاشة مريم تي في en collaboration avec l'association Roubaix Street Métropole من فرنسا. إلى اللقاء بحلقات قادمة بمقابلة قادمة علها تنال إعجابكم. ميرسي بوكو، au revoir et à très bientôt. شكرا أعزائي المشاهدين لمتابعة سادر كولتور عبر شاشة مريم تي في en collaboration avec l'association Roubaix Street Métropole. كنت معكم أنا مريانا أمين من فرنسا. ميرسي بوكو، au revoir et à très bientôt.